fait 2-3 vidéos, j'ai fait 1 million de vues, j'ai fait 100 000 en une semaine sur TikTok et j'ai fait vas-y, je m'arrête jamais. Raconte-moi 2 anecdotes, une vraie et une fausse. Bah ok. Je pense qu'il y a un peu un truc de dev perso qui nous pousse à faire de l'introspection à fond pour essayer de se comprendre, mais je trouve qu'on se comprend mieux avec les autres. J'ai fait une année de prépa, débarque, 2e jour, il y a un type, et là je vois ça à la trousse, il y a marqué quand tu dors, ton ennemi travaille. Genre... Quelle angoisse. Le nombre de mecs que je vois comprendre beaucoup mieux les meufs en vivant avec elles et en comprenant en fait que les hormones ça te fucked up quoi. La grande annonce de YouTube en disant bonjour, nous sommes officiellement plus gros que la télévision. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Contre-Courant. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de recevoir Charlie Head. Salut Charlie. Salut, merci de l'invitation. On est avec évidemment Sixtine, ma chère sœur et associée. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus. Charlie, t'es mentaliste, créateur de contenu, aussi entrepreneur. Récemment, t'as sorti Loup-Garou. Acteur aussi. Acteur, ouais, c'est un grand mot ça. Non mais en tout cas, ça a été, je trouve, enfin moi, une vraie grosse prod. J'ai pas encore tout maté, mais je trouvais que c'était absolument incroyable. Quelle est la maison la plus optique? Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que toutes les maisons sont pareilles? Et là, je me dis une chose, c'est que la maison la plus avantagée, c'est celle qui a le moins de voisins. Qu'est-ce qui fait que t'es parti de un bébé Charlie, fan d'intelligence sociale, fan un peu même d'illusionnisme, à devenir en fait une des personnalités phares d'une des téléréalités les plus réussies de l'année, quoi? C'est très gentil. Bah déjà, je pense qu'il y a une part de... il y a forcément une part de chance, mais pour moi, la chance, tu capitalises dessus, tu vois. Donc en fait... ça va faire 4 ans que je sors une vidéo tous les 2 jours sur format court, vidéo longue une par mois depuis 4 ans aussi. Donc en vrai, j'ai juste travaillé sur les zones un peu de génie, tu vois. Je pense qu'on a tous des génies. Et je capitalise sur ça depuis 4 ans. Après, j'ai une part de chance. Hein. Tu vois, le caster, il m'avait contacté il y a 6 mois pour Ninja Warrior. J'avais bien recal. Le truc où tu... C'est ça, le truc où t'as... Et moi, je lui ai dit, bah non, je vais pas faire ça. Et après, il m'a redit, je reviendrai quand j'aurai un vrai projet. Et puis, il est revenu pour moi pour Loup-Garou. Et j'ai fait, oui, ça, c'est une masterclass. J'y vais, tu vois. Trop stylé. Ça part un peu de là, mais après... Et d'où ça t'est venu? Parce que t'es méga jeune, t'as 24, si je dis pas de bêtises. 23. Ouais. 23 encore, putain. En 2001? Ouais. Attends, on a le même âge. Ah, t'as 23 aussi? Ouais. Putain, on fait tellement plus vieux tous les deux. J'aurais 2026 aussi, 27. Vous leur auriez donné quel âge? Effectivement, je suis pas sur 23. Balancez en commentaire. Flex de youtubeur. Mais qu'est-ce qui fait que t'en es arrivé déjà à travailler sur ton contenu, mais même à venir sur une passion qui est quand même une passion généralement, et c'est que c'est un peu la même aussi, mais qui vient avec de l'expérience presque. Qu'est-ce qui fait que t'as hacké ça pour être aussi doué dans ton domaine aussi jeune? Je pense l'itération, en vrai. C'est ça qui te rend vraiment plus performant. C'est tu testes un truc, tu rates, tu recommences, t'as une idée, tu l'as fait, elle est nulle, puis tu la raméliores, etc. Tu testais dans la rue? Ouais, je testais dans la rue. Au début, pour le mentalisme, au début, ouais, je commençais dans la rue. Je faisais des expériences. Quand il y a eu le confinement, je pouvais plus le faire, donc je l'ai fait en vidéo, tu vois. Et après, quand ça a pris, j'ai continué. Après, j'ai pas mytho. En vrai, sur les réseaux, j'ai pris très vite. Tu vois, j'ai pas eu besoin de beaucoup itérer. J'ai fait 2-3 vidéos, j'ai fait 1 million de vues, j'ai fait 100 000 en une semaine sur TikTok, et j'ai fait vas-y, je m'arrête jamais. Donc j'ai eu pas mal de chance là-dessus aussi. Et je pense que j'ai fait une proposition qui n'était pas sur TikTok quand j'ai commencé. Tu vois, il n'y avait pas de mentaliste sur TikTok. Donc j'ai un peu pris un axe qui marche de base sur YouTube avec Fabien Olicard, on le sait que ça marche, tu vois. Donc j'ai eu un peu de chance, un peu de logique et un mix de tout ça, quoi. Mais tu vois, le mentalisme et un peu tout ce qui tourne autour, j'ai l'impression que c'est un truc qui cristallise énormément de suppositions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a beaucoup de trucs autour de ça. Beaucoup de gens qui n'y croient pas. Hein. Ouais. Beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et de l'autre côté, tu as une dimension, on va dire, plus sociale. Enfin, Sixtine traite beaucoup de ces réseaux sociaux, on va dire, d'intelligence sociale et de charisme, ce genre de trucs. C'est quoi un peu toi ta vision du truc? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y croit pas? Comment t'apprends à faire ce truc-là? Est-ce que n'importe qui peut devenir mentaliste? Ouais, déjà n'importe qui, tout le monde peut être mentaliste. Si tu veux, je te passe mes techniques, tu deviens mentaliste. Je pense pas que ce soit aussi bon. Je le ferai pas, tu n'auras jamais mes techniques. Et acheter la formation. et en vrai, ouais, la raison pour laquelle les gens y croient et n'y croient pas aussi, c'est parce que c'est très flou le mentalisme. En fait, on sait pas ce que c'est, tu vois, il n'y a pas de définition exacte. Et d'ailleurs, il y a un peu des fois une guerre entre magiciens, mentalistes, etc. Tu vois. Moi je pense qu'il y a des magiciens qui me détestent en se disant espèce de gros charlatan qui fait des trucs qu'il prétend faire alors qu'il fait pas vraiment ce qu'il fait, et c'est vrai, des fois je devine des trucs et je devine pas vraiment. En fait, j'ai une technique pour trouver ce que t'as en tête instantanément et je devine pas forcément, et des fois je devine vraiment. En fait, tu sais jamais comment je fais, tu vois. Et donc il y a un vrai flou de comment les mentalistes y font, et moi je trouve que c'est marrant de le garder, et on s'en fout de pas dire comment on fait tant que c'est pour bluffer les gens, les divertir, les faire réfléchir. On s'en fout un peu de est-ce qu'ils devinent vraiment ou pas, en fait. Ouais, ça reste une vision de l'esprit, en fait, un peu. Ouais, c'est ça. Et ça reste un peu un mystère, et je trouve que c'est un peu la vraie magie du 21e siècle, tu vois. La magie, en vrai, on sait que quand le mec découpe une femme en deux, il découpe pas vraiment une femme en deux, tu vois. Mais il y a une période ça se terminerait très très mal. Ça serait dramatique. Mais je pense qu'il y a une période où on y croyait un peu quand il faisait voler un truc, peut-être qu'il y a 100 ans, on se disait est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois, je sais pas, hein, mais je pense qu'il y avait une zone de flou un peu plus poussée. Et aujourd'hui, c'est plus le mentalisme qui crée ça, tu vois. Les gens ils disent est-ce qu'ils devinent vraiment, est-ce que c'est vraiment possible ce truc-là? Patrick Jane dans la vraie vie.
Donc j'aime bien cette idée-là, tu vois. Ouais, mais tu vois, avec Sexine, on avait beaucoup travaillé sur ces questions un peu de mensonges, Ouais. de tout ce qui va avec. Il y a une série qui s'appelle Lie to Me. Ouais. À quel point on peut être fiable? Parce que j'avais vu d'un autre côté une autre étude qui disait que des gens qui n'étaient pas du tout entraînés là-dessus, ils avaient parfois des meilleurs résultats que ceux qui étaient entraînés là-dessus. Ouais, bah, Paul Ekman, celui qui a coécrit Lie to Me, Exactement. ouais, il a aussi fait une académie. Et après, ça c'est ma théorie perso, mais je crois que des fois il s'est dit, je vais peut-être faire un peu de cash aussi avec cette histoire. Donc il a un peu poussé le délire de la formation, peut-être un peu trop loin. Et, Déjà à l'époque, comme quoi les formations. c'est ça. pas nouveau. Et lui, il le faisait aussi en présentiel. Mais c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que les gens qui faisaient les formations, comment détecter les mensonges, bah, ils étaient moins bons que ceux qui ne le faisaient pas, quoi, tu vois. Et je pense que c'est aussi parce qu'il y a peut-être un côté intuitif qui est plus fort. Je sais pas trop pourquoi. Mais il y a des vrais aussi coaching en formation, enfin en détection de mensonges qui fonctionnent vraiment. Tu peux améliorer ta capacité à détecter des mensonges. Ça, c'est sûr. Mais ouais. Du coup, toi, tu détectes bien les mensonges? Je pense. Après, c'est relatif. Tu veux essayer? Raconte-moi 2 anecdotes, une vraie et une fausse. Bah, ok. Vas-y, chaud. Ouais, le problème, c'est que tu nous connais trop. Parce qu'en vrai, on a vécu des dingueries. J'aurais pu dire, ouais, on a reçu le président de la République. Mais le problème, c'est que tu sais forcément que c'est vrai. C'est vrai que tous les gens ici savent que c'est vrai, du coup, même C'est ceux qui- vrai. Mais de toute façon, c'est difficile à cacher en France, de toute façon. Vu la couverture que c'est. C'est vrai. Val, t'as pas, toi, une idée là? Vas-y, je vais essayer de me lancer. Donc c'est quoi? C'est 2 fausses, une vraie? Non, une vraie, une fausse. Si tu veux faire 2 fausses, une vraie, vas-y. Une fausse, c'est une vraie, une fausse. Ouais. Une Vas-y. fausse, c'est peut-être plus simple. Une vraie, une fausse. Mais les deux, faut que les deux soient sans ça. C'est ça qui est compliqué pour vrai. Je n'entends pas d'une oreille Ok. et j'ai failli mourir quand j'avais 3 mois. Oh mec, t'as un bon mytho, mec. Putain, c'est fort. Ah, c'est vrai que les deux sont pas mal. Moi, je Les connais- deux je sont connais très la vraie, forts. moi. Ouais, J'ai bien sûr. déjà fait hier. Ouais, c'est fort. Je peux te poser une question sur chaque? Bien sûr. Ok. Tu n'entends pas d'une oreille, c'est quelle oreille? C'est l'oreille droite. Ok. Et tu as failli mourir comment quand t'avais 3 mois? D'une occlusion intestinale. En gros, j'avais tout un truc qui s'est bloqué et qui a fait que je ne savais pas de lien entre le corps et le cerveau. Il a dû se faire opérer de la zigounette. D'accord, ok. Attends, tu essaies de m'embrouiller, toi. Toi, t'essaies de m'embrouiller, toi. Écoute, c'est marrant, intuitivement. Tu vois, là, j'ai envie de dire que la deuxième est vraie et la première est fausse. Et du coup, j'allais même développer pourquoi, mais c'est très drôle. Du coup, merci pour ta réaction. Et en vrai, c'est aussi parce que tu as cherché à justifier, mais sans essayer de montrer que c'est vrai. Tu vois, la première anecdote, tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as fixé, Ouais. t'étais vraiment en mode crois-moi, mec. Mais Tu vois. c'est marrant parce que quand on est sur le grill, entre guillemets, de ça, Ouais. on sent la pression de l'autre et du coup, je pense qu'on fait même encore plus d'erreurs. Et ça, c'est le deuxième point que j'allais te dire, c'est qu'en fait, quand t'es mentaliste ou que tu prétends détecter les mensonges, en fait, c'est encore plus simple pour toi parce que les gens ont peur de ça. Et du coup, les gens font encore Ils plus en d'erreurs, ils rajoutent, paniquent ouais. encore plus. C'est comme quand tu passes à une détection de mensonges. Tu vas être encore plus flippé quand tu mens parce que t'as des trucs qui te captent. On continue, tu vois. On a fait un format d'ailleurs qui va bientôt sortir sur le crayon. On a foutu un détecteur de mensonges sur une Ah, politique, tu changé. vois. Ouais. Et c'est vrai que t'as complètement raison parce que ça, quand on a installé le truc, elle s'en fichait. Et dès qu'on a allumé la caméra, Ouais. même quand elle disait la vérité, la baseline était plus haute. Ouais. Enfin, Ouais, en tout carrément. cas, quand elle disait la vérité, quand elle était dans les écarts types Ouais, bien sûr. de non-stress, tu vois. Et après, t'as l'erreur d'Othello, ce qui fait que c'est un truc qui te dit qu'en fait. L'erreur D'Othello. Ça, Ok. ça vient de. Je crois que c'est William Shakespeare qui avait écrit un truc sur ça. C'est en fait, t'as peur de te faire détecter, même quand tu dis la vérité. Et du coup, t'as des signes de mensonge. Parce que tu stresses du fait que tu pourrais être perçu comme menteur alors que tu dis vrai, tu vois. Ah, donc tu parles des faux positifs. bien un sûr. peu. Exactement. Bien sûr, Et c'est c'est ça, ça, ouais, c'est tout l'enjeu des détecteurs de mensonges d'ailleurs aujourd'hui en vrai. Putain, c'est super intéressant. Et comment toi t'as vécu du coup la sociabilité que t'as en fait avec le fait du coup que tu fous un peu de pression aux gens en fait dans la manière de je peux te griller quand tu manges, Ouais. je peux griller un peu tes failles, tout ce que tu Ah, veux. c'est C'est Moi, je marrant sais que tu poses la c'est- question parce que moi, on me pose tout le temps cette question que Valorant est en train de te poser. Ok. Que ce soit sur la séduction, parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de séduction, ou sur l'intelligence sociale, les gens me disaient mais en fait soit j'ose pas te draguer parce qu'en fait tu vas me cramer, soit vis-à-vis de toi bah je suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression que en fait tu connais tout sur n'importe quel sujet d'intelligence sociale, donc tu vas être capable de. On le voit, il y a un effet de halo sur Sextine Ouais. qui est dingue. hein, Mais par rapport je à pense ça, que toi hein. c'est pire que moi, à mon avis. Ah je suis pas sûre, je pense que c'est pas la même Moi je pense en genre, première mais- impression c'est pire, mais par contre après les gens sont en mode ok non il est très chill. Parce que très vite les gens ils se disent ok il est pas dans son truc de mentalisme tout le temps tu vois. C'est Toi je te jure que j'ai mis longtemps à te cerner. Et je me suis dit à quel degré elle joue son jeu ou elle est vraiment comme ça tu vois. Donc Mais c'est vrai, il y a beaucoup ce C'est truc-là. marrant tu sais parce que moi c'est pareil pour toi. Moi Ah, c'est j'arriverai délire. toujours pas à te cerner aujourd'hui. ok, Non. tant mieux. Mais tu te fais un travail là-dessus ou ça devient une forme de deuxième nature? En mode genre tu te dis un peu consciemment je vais essayer de brouiller les pistes ou je vais essayer qu'on lise pas trop dans mon jeu et tout. Même d'un point de vue humain, tu vois, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec Sextine, il y a des moments où genre on se demande même est-ce que tu nous aimes bien, est-ce que tu nous aimes pas. Premier Ok, degré, tu vois. ok, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Ouais. Et je pense que c'est récent. Moi, je prends conscience de ça, mais assez récemment. Parce que avant, je voyais peut-être beaucoup moins de monde aussi, il y a quelques années. Et du coup, il y avait moins cet aspect. Maintenant, je sais que les gens, en première impression, ils se disent putain, il est mentaliste. Et ça, je le conscientise, mais ouais, depuis peu. Et en vrai, non, pour être sincère,
moi je préfère toujours plus communiquer. Donc même quand j'analyse des choses, ou si je me dis peut-être que la personne a le mytho, en vrai je peux me tromper de ouf, et du coup je préfère verbaliser ça de là t'as fait un move bizarre, est-ce que tu veux qu'on en parle, ou est-ce que je me trompe, pourquoi, tu vois. Et je trouve ça beaucoup plus fort que juste faire mes théories dans ma tête et analyser les gens. Donc j'analyse pas les gens en continu du tout. D'ailleurs mentaliste de façon générale, c'est pas analyser les gens tant que ça en vrai. C'est peut-être 20% de notre job, mais pas beaucoup plus quoi. Et ce serait quoi du coup le reste? Au-delà du côté secret sauce que je comprends que tu gardes, tu vois, mais... y a tout un côté illusion évidemment, tu vois. Okay. Et surtout sur scène, on va vraiment utiliser plein de trucs de magie, d'illusion, etc. pour être sûr de pas se tromper. Attention, en fait, le faire là. Ouais, c'est ça, ou même pouvoir récupérer des informations sur les gens, etc. Pour moi, le vrai mentalisme, c'est le cold reading. C'est un peu le pouvoir de Sherlock Holmes, tu vois. De pouvoir analyser les gens, t'observes qu'il a une bague, je sais pas, une alliance à la main droite, donc il est marié, mais il vient d'Espagne, d'Allemagne ou Pologne, qui met des alliances à la main droite. Tu sais, tu pousses un peu les trucs d'analyse. Et ça, c'est pour moi le vrai mentalisme. Et c'est pas ce qu'on fait le plus. Tu dois être hyper observateur alors. Ça ouais, mais ça c'est que quand je le veux aussi. Et je pense pas être le meilleur en cold reading. Je pense que je m'entraîne beaucoup, mais il y a tellement de marge de progression sur ça que... Mais d'ailleurs tu t'es déjà gouré en plein spectacle. Et ça arrive tous les jours. Vraiment. Mais c'est volontaire entre parties, entre guillemets. Je fais exprès de mettre des choses où je peux me tromper, parce que c'est ce qui me fait le plus kiffer. Et après quand tu mets des vannes, en vrai ça passe toujours. Tu sais, des fois je sais pas, j'ai un numéro où je dois déduire un peu la personnalité de quelqu'un avec son écriture. Et je suis en mode, vas-y, là, j'analyse que c'est une femme, qu'elle a 40 ans, qu'elle a des lunettes, et c'est un gosse de 12 ans qui se lève, et t'es en mode. Ou alors, et après t'enchaînes avec un autre truc marrant, ou après tu refais une deuxième fois, tu dis, bon là, c'est soit un gars, soit une fille, ok, c'est parce que les gens ils comprennent que tu peux te foirer, et ça devient drôle, donc tu rajoutes de l'humour. Et en vrai, ça passe toujours. Je comprends très bien. Et même ça crédibilise, en vrai, tu vois, on n'est pas des surhommes, les mentalistes. Ou alors, c'est qu'on est des magiciens à 100%, tu vois, si tu te trompes jamais, t'es un magicien à 100%. Tu crois ça, aux magiciens? Alors non, mais du coup, c'est que t'as des techniques de magie. D'accord. Oui. Tu vois, c'est des vraies techniques de. Tu vas pousser les gens dans une funnel de voilà, ou alors tu vas même avoir un truc truqué, tu vois, qui va permettre d'avoir l'info. Et moi, j'en utilise aussi des fois, mais j'en utilise peut-être moins que la majorité des magiciens, je pense, mentalistes surtout. C'est intéressant. Mais on se fait beaucoup la remarque avec Sixtine, parce que c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup et tout, l'intelligence sociale. Le niveau moyen des gens est assez catastrophique, et je viendrai sur 2 niveaux, et ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis là-dessus. Le premier niveau, c'est le manque de courage. À plein de niveaux, le fait de ne pas avoir le courage de poser des questions un peu plus profondes que le small talk, plein de choses comme ça. Et la deuxième chose, c'est la méconnaissance de soi. Comment toi tu vois le truc? Je reviens déjà sur le premier truc. Typiquement, et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'on s'est rencontrés un peu dans le cadre d'un collectif d'influenceurs qui s'appelle Le Navire, on les embrasse s'ils nous regardent. Et ça m'avait tout de suite marqué parce que eux ont une culture dans leur bande où en fait tu dis bonjour, comment ça va très bien et toi, et puis qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tu vois. Et tout de suite tu bascules dans des discussions méga profondes à laquelle en fait t'es ravi de participer parce que carrément. Ça intéresse tout le monde. Qu'est-ce qui fait que les gens ils ont pas ces réflexes-là? C'est quoi cette forme de parisianisme? C'est intéressant. Déjà je pense qu'il y a très peu de gens qui cherchent ces discussions-là en vrai, instinctivement. Vraiment? Je pense que les gens le cherchent, mais la plupart des gens ils vont l'avoir vécu quand ils sont en fin de soirée à 3h du mat dans leur lit avec leurs potes, tu vois, et c'est là qu'ils ont des discussions profondes. Complètement bourrés, sans souvenir le lendemain. Voilà, mais sinon c'est pas habituel de faire ça, je pense. Et nous, dans l'environnement, d'ailleurs, on le fait beaucoup. Mais je pense que si on sort de notre environnement, on se rend compte que les gens ne le font pas parce qu'ils font d'autres choses. Et c'est pas. Ça, j'aime bien le concept de philocognition. Je sais pas si tu vois. Non, du tout. C'est un peu un concept qui s'oppose au potentiel. Et l'idée, c'est que, en fait, ce qu'on appelle l'intelligence, c'est la philocognition. C'est la capacité qu'on a à penser, à échanger sur des sujets comme on est là actuellement. Et ce qu'on appelle l'intelligence, en fait, ce qu'on devrait appeler l'intelligence, c'est un état. Par exemple, l'exemple qui est pris souvent quand on parle de ça, c'est Ribéry. Sur un terrain de foot, il est plus intelligent que nous tous réunis ici, tu vois. Par contre, si tu parles avec lui, peut-être que c'est pas le gars le plus intelligent que tu vas croiser. Mais en fait, du coup, c'est simplement pas le gars le plus philo-cognitif, tu vois. Et donc, ça devient en fait une compétence, la philo-cognition. Tu vois la distinction. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on décrit comme étant l'intelligence, c'est la philo-cognition. Exactement. Et alors que l'intelligence, là, on est un peu en état d'intelligence, tu vois, on réfléchit, on débat sur des sujets. Si j'étais avec mes potes de lycée, je serais peut-être teubé, tu vois. Et c'est probable. et du coup, et pour autant, je pourrais rester philo-cognitif. Tu vois, c'est 2 choses distinctes. Et donc, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont philo-cognitifs et qui veulent l'être et qui vont chercher à développer des sujets. Mais dès que tu commences un peu à te former là-dedans, tu peux grave aller en profondeur. Et il y a un truc qui était intéressant dans ce que tu as dit juste avant aussi, c'était... connaissance de soi. Ouais, connaissance de soi. Je pense qu'il y a un peu un truc de dev perso qui nous pousse à faire de l'introspection à fond pour essayer de se comprendre, mais je trouve qu'on se comprend mieux avec les autres. Genre moi, la plupart des déclics que j'ai eu dans ma life, c'est en parlant avec des gens, plus qu'en étant seul chez moi, tu vois. Je suis très d'accord. Mais est-ce que c'est pas... Je suis très d'accord avec ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'extraversion, enfin un côté introversion-extraversion? Ce que tu dis, moi, c'est une évidence pour moi. C'est-à-dire que littéralement, genre même, ça m'arrive d'avoir besoin d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir réfléchir, alors même si la personne ne parle presque pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire, tu vois, bien sûr. Faudrait d'ailleurs même que j'essaie de parler seul, voir ça fait des effets, tu vois. Mais de l'autre côté, je connais des gens introvertis qui, pour le coup, ils vont avoir besoin d'être seuls pour presque, entre guillemets, débriefer
Ouais. ce Ok. qu'ils ont vécu dans leur journée et tout, tu vois. Et même toi, Ouais. t'es introverti comme profil. Je pense pas tant. Hein. Je suis plus ambiverti. Je pense un peu les deux, quoi. Un mix entre extraverti. Ouais, je crois que c'est un terme qui existe Ouais. vraiment. Ouais. Et je pense que j'ai besoin des deux, quoi. C'est la philocognition, on invente des mots. Le mec, il met que des mots au hasard. Les gens, ils vont chercher, ça n'existe pas. Non, mais c'est surtout que je trouve, moi, ça me choque beaucoup parce que je vois très bien que c'est un énorme handicap chez les gens. Ouais. Et nous, on voit bien que beaucoup de gens nous prêtent des compétences ou nous augmentent des compétences énormément basées sur le fait qu'on est très capable en termes de soft skills, tu vois. Ouais, des ouf. Et ça, j'arrive pas à comprendre comment craquer ce truc. J'ai l'impression que la France est vraiment un pays qui a pas du tout assez travaillé ce sujet-là, tu vois. Ouais, carrément. Et je pense que. Surtout, tu n'as pas du tout travaillé dans l'éducation nationale, on est d'accord, c'est vraiment un Pas travail du tout. personnel. Moi, j'ai vraiment travaillé quand j'étais en école d'ingé, mais pas grâce à l'école d'ingé. Tu sais, j'allais à Nice tous les jeudis après. L'inverse, d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment ça. Et moi, je sortais tous les après-midi, tous les jeudis après avec mes potes pour essayer de parler à des inconnus dans la rue et tout, essayer de défoncer les Séduction à la liens. base ou pas du Pas tout du tout. Vraiment plus dans le but de casser toutes les barrières sociales qui pouvaient exister. Et moi, le truc qui m'a le plus aidé, je pose ça là, c'est un peu un actionnable que les gens peuvent utiliser, c'est l'échauffement social. En fait, quand tu interagis avec les gens, ton cerveau il a besoin de s'échauffer avant ça. C'est comme avoir une séance de sport, tu vas échauffer ton corps avant la séance. Bah là, c'est pareil pour les interactions. Et tu peux le faire hyper facilement en disant bonjour aux gens que tu croises dans la rue, tu demandes leur prénom si t'es plus à l'aise. Et ça va vraiment t'être utile dans tout ce que tu fais. En fait, après ça, tu vas rentrer un peu en état de flow des interactions sociales. C'est hyper fort et il suffit juste de créer des petites interactions au début. Et ça, j'en parle dans mon livre Deviens un aimant social. Petite Ouais. promo. Mais allez, même Qui est un pas. bête- qui est un bête de L'achetez bouquin. même pas. Hein. Partie 4 à la Fnac, vous l'ouvrez, c'est la plus courte. Nous, Lisez ça. là, tu nous l'avais délicieusement envoyé d'ailleurs. Bien sûr. Et il est incroyable. Et moi, je Bah, pense merci, que c'est des sujets en plus que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Il est très très complet le bouquin. En tout cas, c'est vraiment ça qui m'a permis d'être beaucoup moins timide, c'est d'arriver échauffé dans les rendez-vous qui me stressaient, quoi. En fait, ton cerveau, si tu sors de chez toi à 17h sans avoir parlé à personne, tu vas galérer à interagir. Tu sais, tu vas pas parler correctement, tu vas pas être calibré. Ouais, c'est pas faux, c'est pour ça que le matin, t'es à l'ouest quand tu commences à parler aux gens. Ouais, c'est ça. Et, T'es de mauvaise humeur quand tu te réveilles mal. Et donc, du coup, t'es un peu de. ouais. Fais pas chier. Et ça marche pour tout, hein. C'est comme, je sais pas, si tu veux faire des maths, il y a toujours des exercices d'entraînement avant pour démarrer un calcul plus complexe, en vrai. On s'en rendait pas compte à l'école, on faisait des petits exercices avant de passer au problème principal, mais c'est ça qu'on faisait, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu regardes, au final, même dans ton contenu, t'as toute une dimension de divertissement. Très très clairement, et même dans tes spectacles, Ouais. c'est les gens où ils vont essentiellement pour ça. Et en même temps, tu as toute une partie un peu éducation, vulgarisation de ton domaine. Et tu es une des personnes qui l'a fait à la plus grande échelle aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu ton éducation faire des bébés, en mode genre faire des gens qui ouvrent en se faisant des retours ou Ouais. même autour de toi, tu vois? En retour, j'en vois pas mal et c'est ce qui me rend le plus heureux. C'est quand les gens m'arrêtent pour me dire mec, j'ai lu ton livre et gars, maintenant j'ose parler ou j'ai pu parler à la fille qui me plaisait ou je sais pas quel retour il peut me faire. Ça, c'est le meilleur truc. Donc je pense que j'espère en tout cas que ça aide un max de gens. Mais je pense que c'est la dimension qui me fait le plus kiffer. Ouais. Et même après les spectacles aussi, tu le vois, les gens sont. Et tu veux pousser un peu un jour des conférences comme l'exoconférence de Alexandre délire. Astier ou les trucs de Idriss Aberkan? Ouais, ça, je kifferais, mais je pense dans un second temps. Là, je suis vraiment axé sur le spectacle, le show, divertissement et tout. Et je pense pendant les 5-6 prochaines années, c'est ce que je vais faire. Et peut-être dans 10 ans, je me dis, vas-y, là, je fais des confs sur des sujets qui me plaisent. Mais petit syndrome de l'imposteur pour faire des confs maintenant, je pense. Pourquoi? J'ai envie de pousser encore plus. Là, je me considère pas du tout comme expert. Je sais pas si je le serai un jour. Là, je suis plus passionné de sujet, tu vois. Et je me dis, avant de faire une conf, faut vraiment que je sois le master du sujet, quoi. Et tu deviens un expert en combattant le syndrome de l'imposteur. Sans créer en toi-même ta propre conviction qu'en fait, t'es largement légitime pour le faire. Ok, intéressant. Tu crois que nous, quand on a comme. Tu crois que nous, quand c'est directionnel, c'est pas besoin. Tu crois que nous, quand on a commencé à faire des conférences, au début, on était experts. Ouais. Pas du tout. Ah ouais, nous on a été les champions du monde. Ah non, on était les pros du fake it, Fake it until until you you make make it. it, Mais ouais. à fois 1000, hein. Mais après, derrière, du coup, ça te mettait en danger. Donc t'es obligé Ah de oui. délivrer une Et grosse c'est valeur, ça, quoi, en ça. fait, Mais tu vois. Ouais, bien sûr. Je pense même que probablement qu'on était meilleur que certains conférenciers dès le début parce qu'on se sentait tellement illégitime de le faire. Ouais, que t'as tout donné. Ouais, bien sûr. Exactement. Mais tu vois, parce que moi je trouve que le domaine sur lequel t'es est ultra crucial dans le développement des gens en fait. On vit dans une ère où les gens n'ont jamais été aussi seuls. Ouais. Et alors même que d'un certain point de vue, le monde n'a jamais été aussi confortable, en France en tout cas. Ouais. Et je pense que la principale raison, c'est le manque d'éducation à l'autre, quoi, le manque d'éducation à l'intelligence sociale et tout, tu vois. Ouais, C'est quoi toi un peu les bases? Genre, tu te dis, genre quelqu'un il est vraiment catastrophique, c'est quoi je sais pas, les 2, 3, 4, 5 premières étapes par lesquelles il faut passer? Je pense déjà faut comprendre pourquoi ton cerveau il t'empêche de parler aux gens. Ça paraît contre-intuitif, tu te dis c'est bien pour moi mais j'arrive pas à le faire, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et déjà quand tu comprends ça, ça te débloque un peu. Et la raison, il y a plein de raisons, mais il y a une théorie évolutive que j'aime bien qui est que l'anxiété sociale, salut, toi t'es pas anxieux socialement frérot toi. L'apparition du chat sur le plateau. Incroyable, On va le garder là. c'est nickel pour le watch time. Mais ouais, l'anxiété sociale c'est la peur numéro 1 de l'humain quoi. Et en vrai, en tout cas c'est une des plus grandes peurs. Et je pense que si ça existe, C'est sûr, oui. Super, J'adore. ça me crispe.
Dis-moi. J'adore. C'est vrai que t'as un gars qui a besoin d'être ultra focus sur des sujets précis et d'avoir tout l'environnement propice. C'est marrant. L'anxiété sociale. L'anxiété sociale, ouais, peur numéro 1. C'est quoi, c'est peur du ridicule? C'est peur du rejet plus. Ouais. C'est peur que les gens te rejettent, et si on extrapole le truc, c'est peut-être il y a des millions d'années, si tu te fais rejeter du groupe, bah, tu finis seul dans la nature et tu meurs, tu vois. Ça, c'est beaucoup répété, ça, c'est aussi vrai que ça bah, ça, il y a toujours un peu des trucs. Carrément, il y a un peu un truc sur les théories évolutives, c'est qu'on peut tout justifier avec ça. Tu peux toujours dire il y a un ancêtre, il y a des millions d'années. En fait, tu sais pas vraiment si c'est vrai, mais ça me paraît cohérent. Non, mais c'est la théorie du groupe. En fait, quand tu sortais du groupe, tu mourais à l'époque de la préhistoire. Donc, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? C'est une vraie question. Je pense que le neuroscientifique Albert Moukaber me taperait sur les doigts pour avoir dit ça, peut-être. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'en tout cas, il y a un vrai truc de peur du rejet. On a toujours peur de dire non parce qu'on a peur de se faire rejeter par les autres. On a peur de dire qu'on aime bien quelqu'un parce que ça peut aussi se faire rejeter. Si tu dis je t'aime à quelqu'un, bah, ça risque que la personne te réponde qu'il t'aime pas. C'est ça. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. En fait, une action qui te demande de te challenger, c'est une action qui te rend plus vulnérable en la faisant. Et c'est ça aussi, paradoxalement, qui te rend attirant. Donc ça, je pense, c'est la deuxième chose, c'est en fait oser être vulnérable parce que c'est ce qui te rend attirant, parce que c'est ce qui fait que tu arrives à exprimer qui t'es vraiment et que les gens te reconnaissent pour qui t'es et pas pour une image que tu as créée, tu vois. Ouais, c'est en acceptant le rejet qu'en fait tu crées de la valeur autour de ta propre personne, quoi. Ouais, et du coup, tu acceptes le rejet en osant devenir vulnérable. Et ça, pour moi, c'est la première clé, c'est quand tu as une action ou quelque chose que tu as envie de dire que tu n'oses pas faire ou tu n'oses pas dire, bah fais-le, en vrai. Et là, ça va déjà t'avancer vers... Je suis d'accord avec toi, c'est mieux vaut être hyper vulnérable et dire clairement les choses que ne rien faire du tout. Mais en fait, l'entre-deux, c'est toujours le pire truc. Ouais. Et malheureusement, c'est que tout le monde est toujours dans l'entre-deux. Tu veux à la fois faire le truc, mais t'as peur d'être rejeté, donc tu le fais pas vraiment, mais du coup, t'as un... Ah, c'est très... La séduction, c'est pareil, d'ailleurs. Ouais. C'est soit tu montres à la meuf ou au mec que t'en as strictement rien à foutre, soit tu y vas clairement. L'entre-deux de je suis un peu intéressé, mais je fais tout en sorte qu'elle ne le crame pas ou qu'il ne le crame pas, en fait, il t'a cramé. Ouais, et t'es tout de suite moins attirant. Du coup, t'es tout de suite moins attirant. Ouais, très d'accord. Ah, putain, intéressant. Ah, j'avais pas ça à l'esprit. Ah, juste. Ok, je comprends très bien. Et après, derrière, sur la question de accepter le rejet ou tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est de l'entraînement? Parce que j'ai l'impression que plein de gens se sont fait rejeter plein de fois dans leur vie et ça reste toujours aussi douloureux, quoi. En fait, ça n'a pas tellement résolu le truc, tu vois. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'il y a une vraie notion déjà de progression. Alors, je fais une parenthèse, mais parce qu'il y a vraiment des gens qui ont souffert en mode littéralement matériellement du rejet. Rejet à un offre d'emploi, rejet à un truc. Ah, bien sûr, ouais. Entre guillemets, certains gens ont perdu avec le rejet, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et je pense que le vrai truc derrière ça, c'est est-ce que l'action que tu voulais faire, elle a vraiment du sens pour toi ou pas? Je pense que quand tu vas faire une action qui est vraiment alignée avec qui t'es et ce que tu veux, tu perds pas grand chose à te faire rejeter. Souvent, les gens ils voient la vulnérabilité comme une faiblesse, ce qui se comprend. Et je trouve que c'est pas du tout associé, ça va te rendre plus fort. Ou même quand tu mens, en vrai, tu te rends moins vulnérable si tu dis pas la vérité. C'est pour ça qu'on ment, en vrai, c'est parce qu'on veut pas se rendre vulnérable. Mais au final, quand c'est découvert, c'est 10 fois pire que si t'avais dit directement la vérité et que tu t'étais rendu vulnérable sur l'instant. Ouais, c'est très vrai. C'est une phrase que je sors beaucoup, que Fabien Licard avait repris en Reels. Ah oui, je l'ai vu, ayez les conversations difficiles le plus tôt possible parce que vous voulez pas les avoir toute votre vie, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un peu un appel à la vérité en se disant, si jamais tu dis la vérité le plus tôt possible, tu pourras dealer avec les conséquences de cette vérité-là beaucoup plus tôt. Ouais. Là où quand tu mens, il y a assez peu de choses que ça te revienne pas en boomerang à un moment ou à un autre, tu vois. Ouais, carrément. Alors ça existe pas mal de trucs, il y a des trucs où tu peux mentir et en fait personne ne le saura jamais et tu passes à autre chose, tu vois. Mais il y a des trucs où en fait tu te traînes en épée de Damoclès un peu sur la tête. Carrément, tu vois. Ouais, complètement d'accord. C'est quoi ton regard sur les psys, sur que ce soit psychologue ou psychiatre et tout, sur le fait que de plus en plus de gens vont voir des psys et tout? Quelle aide ça a? Est-ce que toi t'es déjà allé en voir un? Ouais, moi je suis allé voir une psy il y a pas longtemps là. Okay. Par curiosité, j'étais jamais allé voir de psy. Je me suis dit. C'est vrai que je l'ai jamais fait. J'aimerais trop le faire. Par curiosité, ouais, ça vraiment, c'est une expérience assez marrante. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec la psychanalyse. Ok. Donc je vais beaucoup plus voir. Psychanalyse, redis-moi exactement. Psychanalyse, ça va être tout ce qui est généralement dans la lignée de Freud. En vrai, si je tire un. Parce que je parle tout seul et je fais mon propre diagnostic. Ouais, et t'as le patient et le thérapeute, quoi. C'est pas la même échelle. Alors que les TCC, donc thérapie cognitive et comportementale, c'est beaucoup plus axé de. En fait, c'est une thérapie à deux. Et du coup, le thérapeute te donne les clés, il te permet de comprendre comment il travaille. Et du coup, t'as pas l'impression d'être devant un gars qui a toutes les connaissances et toi, tu te dis, bon, bah, vas-y. Ouais, c'est un peu comme un coach, quoi. Ouais, c'est vrai que ça se rapproche plus d'un coach et c'est beaucoup plus, t'es proactif. T'es beaucoup plus proactif, tu comprends et tu as des exercices et t'avances concrètement sur ce que tu veux, quoi. Du coup, moi, je suis allé voir plus un psychologue TCC parce qu'il y a les deux. C'est fou parce que quand tu dis psychologue, en fait, il y a des gens qui vont voir deux types de psy qui n'ont rien à voir. Donc là, je trouve ça fou que ça soit peu connu. Ouais, que ça soit pas du tout différencié. Donc ça se trouve, tu prends rendez-vous chez un psy, c'est un psychanalyste, c'est des TCC, ça n'a rien à voir, les deux différents, quoi. C'est ouf.
Donc il y a des gens qui sont dans la performance et des gens qui sont dans le sauvez-moi, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, les TCC, si tu veux pas être proactif, tu peux pas y aller, en vrai. Donc c'est un truc qui est pas fait pour tout le monde, mais c'est un truc qui permet de progresser vite. Ok, intéressant. Et j'aime beaucoup aussi parce qu'ils ont des séances en général limite, quoi. Ils vont te dire c'est 10 ou 15 séances maximum, après c'est terminé. Et du coup, ça te permet aussi de te dire oui, donc il va pas me faire 50 séances parce que je vais mal, tu vois. Oui, la blague de à la semaine prochaine, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, du coup, moi, j'ai jamais fait de psychanalyse, donc en vrai, ça se trouve, c'est très bien et ça fonctionne super bien aussi, tu vois. Je pense qu'il y a des gens que ça aide beaucoup. Mais du coup, moi, j'ai un recul de beaucoup de gens me parlent du fait qu'ils soient allés voir des psys, qu'ils ont pas kiffé. Donc je pense que c'est dur de trouver un bon psy. Mais par contre, je pense que quand t'as un bon psy, c'est une masterclass, je pense. Et comment t'analyses, du coup, le mal un peu de l'époque ? C'est vrai, pour le coup, qu'il y a... Enfin, peut-être que je me rends pas compte parce que j'étais plus jeune, mais j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, le problème de santé mentale était vraiment 5 fois, 10 fois moins gros. Ah, c'est intéressant. Moi, Il était, mais comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens s'en rendaient moins Il y avait compte. déjà les réseaux sociaux il y a 10 ans. Mine de rien. Rien à voir avec aujourd'hui. Rien à voir avec aujourd'hui, mais... Ouais, j'en sais rien. Franchement, j'ai pas tant de data sur ça, donc j'en sais rien. Au niveau de est-ce que ça a augmenté, diminué ou autre. Et sur ce que tu vois des problèmes aujourd'hui, c'est quoi ton feeling, toi, là-dessus ? Sans forcément avoir une vision experte du domaine, bien sûr, ouais. à l'instinct, tu vois. Bah, sur les problèmes de façon générale de l'humanité, je pense que c'est assez constant. Je pense qu'il y a des choses positives et juste biais de négativité, on est beaucoup plus retenu par le négatif et autres. Je sais pas si... en mode, il y a 10 ans, on aurait trouvé un autre truc sur lequel pas être content, quoi. Ouais, c'est comme, il y a un truc qui m'avait beaucoup parlé, c'est... tu sais, il y a une image qui a tourné un peu de... On se plaint beaucoup que les gens sont sur leur téléphone dans le métro. Et on se dit, ouais, mais du coup, les gens aujourd'hui se parlent plus, ils sont dans le métro sur leur tel. Et t'as une image qui sort des années 50 où tout le monde était sur un journal. Un journal. Et c'est exactement la même scène, sauf que tout le monde est sur un journal. Alors je sais pas si l'image est vraie, mais c'est probable que c'est ce qui se passait à l'époque. Et donc en fait, on a juste remplacé une distraction par une autre. Et avant les réseaux, c'était la télé. Peut-être que les réseaux, en vrai, ça contribue quand même à la descente de l'attention, etc. Tu vois, mais je trouve que c'est pas forcément pire qu'avant, je pense. J'en sais rien. Moi, je suis très optimiste aussi, donc. Non, mais c'est vrai. Et puis nous, on avait reçu au crayon Bruno Patino, le président d'Arte, qui avait écrit un super bouquin, La civilisation du poisson rouge. D'ailleurs, je pense que ça vaudrait vraiment le coup que... Ouais, je connais pas du tout, mais hyper intéressant. Que tu discutes avec ce gars. Méga intéressant. Et il expliquait, en gros, lui, toute sa thèse, c'était, on passe notre temps à expliquer qu'on a un niveau d'attention de 6 secondes. En fait, on n'a pas vraiment un niveau d'attention de 6 secondes. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. C'est que, en gros, on a une attention par défaut, sans y mettre aucun effort, de 6 secondes. Donc, en gros, si jamais ce que je te raconte ou ce que tu me racontes, on s'en fout, tu vas mettre 6 secondes avant de décrocher un peu, tu vois. Ouais. En revanche, c'est pas du tout la même quand on commence à mettre de l'effort et de l'intensité dedans. Et là, pour le coup, ça peut être des niveaux très très élevés. Et il parle d'une deuxième chose, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça explique pourquoi beaucoup de formats longs marchent bien alors qu'on explique que l'attention elle est en train de diminuer. C'est la double attention. Okay. C'est le fait en gros de stimuler 2 zones différentes de ton corps pour pouvoir réussir en fait à d'un point de vue dopaminergique, de pouvoir réussir à être équilibré. Typiquement, ça va être cuisiner, écouter un podcast. Ouais. Ouais, bien sûr. Ou dessiner quand t'es en cours, par exemple. Exactement, dessiner quand t'es en cours. C'est exactement ça. Bien, ouais. Et qui fait que des formats comme celui qu'on fait là aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, ils sont pas du tout devant leur télé, scotchés dessus en mode genre qu'est-ce qui va se passer dans la seconde d'après. Bien sûr. Ils sont beaucoup plus en mode genre ils ont posé le tel là. Il y en a un qui conduit, il y en a un qui fait sa cuisine. Ouais, bien Exactement. sûr. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et ça, je trouve que c'est effectivement un truc que moi, je me surprends à beaucoup faire, tu vois. Ouais. Et j'ai parfois du mal à faire qu'un seul truc unique. Quand je suis full concentré sur le truc de travail, ça va. Mais dès que je suis dans des tâches un peu plus secondaires, je vais me mettre de la musique, je vais me mettre un truc, tu vois. Ouais, je vois très bien. T'arrives, toi, à focus vraiment ton énergie? Ouais, je pense, mais c'est vraiment dans des moments où je fais volontairement. Tu sais. Moi, j'ai un peu des ancrages, genre quand je vais faire du deep work, je vais me poser, je mets ma casquette, mon casque et je tryhard. Et là, je sais que c'est le moment où je tryhard, tu vois, et je fais que ça. Et genre la casquette, ça aide et tout? Ouais, bah en fait, la casquette, il y a un effet qui s'appelle l'effet cathédrale, qui est assez marrant. Okay. C'est que, en fait, ils ont fait une étude sur ça et ils ont constaté que quand le plafond est très élevé, t'es beaucoup plus créatif. Et t'es beaucoup plus volatile dans ta façon de penser. C'est pour ça qu'en général, quand tu te balades dans la nature, le plafond il est illimité, tu vois, et t'as beaucoup plus d'idées, t'as plein de trucs qui te viennent, etc. Alors que quand t'as un plafond très bas ou que t'as un truc qui limite ta vision, tu vois, tu vas être beaucoup plus dans les tâches à démonter, effectuer, rationnelles et casser ce que t'as à faire, tu vois. Et du coup, c'est un petit effet qui marche bien. C'est comme quand tu mets une capuche, tu vois. L'attention, elle se focus avec nos yeux aussi. Et du coup, si ton axe de vue est très très restreint, tu vas être beaucoup plus concentré sur ce que tu fais. Un peu comme les œillères de chevaux. Exactement, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est pour ça que les gens qui mettent des capuches, des fois, ils se disent je suis plus concentré quand je la mets. C'est pas des conneries. En fait, ils ont vraiment une vision beaucoup plus réduite, donc ils sont plus focus. Donc voilà, j'optimise comme je peux. Tu devrais essayer, Val. Franchement, je pense que ça peut t'aider. C'est ouf. C'est des petits détails. C'est ouf en fait le nombre de trucs qui existent comme ça et dont on n'entend pas forcément parler alors que ça aide vraiment. Ouais.
Ouais. Il y a moyen de construire, je sais pas, une forme d'optimisation ultime de ton temps. Parce qu'après, derrière, c'est aussi, on optimise sur quoi, tu vois? Est-ce que tu as une vision, toi, un peu là-dessus, en mode genre, même toi, c'est que je pose la question, vous avez une vision sur c'est quoi le degré d'optimisation qui est le bon, à quoi on optimise, enfin... Pour moi, je pense, pour parler d'optimisation, il faut déjà commencer par les gros basiques. Parce que si tu commences, par exemple, un exemple nul, les skincare, si tu veux faire une skincare routine pour avoir une plus belle peau, mais que tu manges mal et que tu dors pas, aucun intérêt, tu vois. En vrai, tu vois, ça va augmenter de 2% la beauté de ta peau, mais en vrai, bois de l'eau, dors et mange bien, tu auras une belle peau, tu vois. Donc après, c'est est-ce que tu as les basiques, et si tu as les basiques, comment t'optimises là où tu veux aller, tu vois. Moi, je dirais ça. Et toi, qu'en penses-tu, Sixtine? Non, je suis complètement d'accord. C'est quoi les L'exemple basiques? de la skincare est tellement vrai. C'est quoi les basiques dans ce cas-là? Pour moi, les basiques, number one, ça va être relations humaines, en vrai. Ok. Je pense que, tu sais, il y a la fameuse étude sur 80 ans d'Harvard, tu sais, où ils ont constaté que le seul truc qui te rendait plus heureux, plus long en termes de vie et plus en bonne santé, c'est les relations. Et donc ça, c'est assez C'est même ouf. la qualité des relations. C'est ça, ouais, c'est vraiment avoir des relations bonnes. Et l'inverse, ceux qui avaient des mauvaises relations ou qui souffraient de solitude, ils vivent moins longtemps, moins bonne santé, ils sont moins heureux. Donc pour moi, c'est number one ça, et après ça va être sommeil en deuxième. Pourtant, les moines tibétains, ils parlent pas, ils vivent longtemps. Mais ils sont plusieurs, je pense qu'ils ont des bonnes relations. Ouais, mais ils parlent j'imagine. pas. Est-ce Oui, ils sont quand que- même plus- est-ce Oui, ils sont plusieurs, que mais ils parlent pas. est-ce qu'ils ont pas des bonnes relations quand même Avec le. Oui, mais entre les eux? Je sais relations pas, avec j'en le sais rien. regard. Faudrait étudier les moines de tibétains. Je sais C'est pas. sûr qu'ils Non, parlent pas. je rigole. T'as beaucoup de moines qui parlent pas. Et ils vivent très très longtemps. Après, ils bouffent des algues et ils boivent de l'eau. Donc, Oui. Et puis ils sont pas hyper stressés de leur réunion. Ouais, en c'est ça. comité Après, là, ça exécutif, devient multifacteur, le lundi quoi. matin, quoi, tu vois, C'est peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui C'est font vrai que. que- ils sont pas stressés du post LinkedIn ou du post Insta du soir, tu vois. Ouais, de ouf, en vrai. ouais, c'est intéressant. Et il y a toujours des contre-arguments, mais celui-là est très cool. Je sais pas, j'y ai pensé direct. Là, je me suis dit, en fait, est-ce qu'un moine, il Après, parle tu peux un peu de cette communiquer boîte autrement qu'avec la parole, hein. Peut-être c'est comme ça Ouais, que tu bah crées oui, des tu peux relations. communiquer comme. C'est vrai que. Donc, ouais, ok, tu disais, alors, le level 1, la relation aux autres. Ça, je suis d'accord, Ouais, parce que je pense- c'est la base un peu de l'humanité, quoi. Voilà, et à partir de là, tu peux construire des choses, et du coup, pour moi, ça va être le sommeil en number one. Ouais. Vraiment, plus je me renseigne sur le sommeil, plus je me rends compte à quel point c'est un délire de dormir. C'est tellement et important. à quel point c'est chaud de pas dormir. Tu dors beaucoup, du coup? Moi, je dors, j'essaie de viser 9 heures par nuit, Ouais. et je suis en moyenne à 8 heures, je pense, en vrai. Je suis Putain, comme toi. ça, je Toi, vous tu- envie. Moi, j'ai du mal. Mais Ouais. j'ai du mal à cause du rythme qu'on a. Hein. Ouais, C'est- bien sûr, bah oui, bien sûr. C'est juste que j'ai du mal à couper le soir parce que j'ai quasiment toujours envie de me mettre au moins une petite heure de film ou de série pour pouvoir un peu couper. Ouais, Sauf que du coup, ça m'emmène rapidement à 7h30, ouais, parfois 7 heures de sommeil, tu vois. ouais. Et c'est un peu dur de te réveiller le matin, t'es en mode genre. En fait, faut couper le tel. Moi, les soirs où on a des dîners, où tu dors avec quelqu'un en haut, et du coup, t'es pas sur ton tel ou sur ton ordi, tu t'endors. T'es beaucoup plus fatigué, beaucoup plus vite. Ah oui, Si tu bien regardes sûr. une série ou autre. Et, moi, le Et même si ouais, t'enlèves la carrément. lumière bleue ou autre, hein, Ouais. tu t'endors en 2 secondes. Genre, t'es Ah, mais je crevé, suis quoi. carrément, ouais, carrément. Ouais, c'est un peu l'espèce de vraie fatigue, fausse fatigue et tout. Bah, t'as deux hormones globalement qui jouent sur ça, c'est la mélatonine, l'hormone du sommeil, Ouais. et après t'as l'adénosine qui est l'hormone de la fatigue. Donc en gros l'adénosine elle se c'est pas la même sécrète, chose. ouais c'est deux trucs différents. Ouais. Ok. Et l'adénosine ça augmente tout le temps en continu pendant que t'es réveillé. Et donc en fait c'est pour ça que après être réveillé pendant 16-17 heures tu vas être KO parce que tu vas avoir l'adénosine dans ton corps qui fait que t'arrives plus à réfléchir, t'es KO. Mais Ça veut pas dire que t'es prêt à dormir en fait. non, tu peux être complètement surchargé en adénosine mais pas réussir à dormir parce que t'as pas de mélatonine. Et la mélatonine c'est un peu fourbe, si dès qu'il y a de la lumière bleue, elle s'en va. Et donc c'est vraiment, si t'as pas de lumière bleue, tu pourras avoir de la mélatonine, sinon tu vas galérer à t'endormir. Et l'UBRB, c'est quoi? C'est iPhone, télé et tout? C'est iPhone, télé, mais c'est aussi lumière du salon. En vrai, c'est tout type de lumière, sauf la lumière Forte. rouge. Et aussi l'intensité de la lumière, ouais. Lumière rouge? Ouais, la lumière rouge, c'est la lumière la plutôt petite pour dormir, parce que c'est celle qui coupe le moins ta mélatonine. Ok, putain. Ouais, mon appart le soir, à partir de 22h, est totalement en rouge à 100%. Ah, t'as optimisé tout Ouais, ça? ouais, je Ah putain, la vache! t'achètes des petites Google ampoules là, et tu leur dis, ok, Google, mets tout en rouge. Et par contre, non, et la lumière verte donne faim. L'info sort de nulle part, mais j'adore. C'est ça passe. Un poisson d'avril, c'est nous faire un prank, la Sixtine, c'est ça? Je rigole, parce que J'adore. l'idée où Marianne avec une tête en mode. Là, j'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire. Moi, j'y croyais, hein. Bah, ouais, J'étais à deux doigts de m'acheter Tu vas avec une une plante tête. lumineuse, tu vois. Ah, moi, je te jure que. Il fallait rajouter une lumière dans le kit de Charlie, tu vois. j'imagine, sur des boules. attends, toi, t'as une lumière rouge, je me suis dit, c'est tellement énorme.
Ah oui, mais j'ai des ampoules qui se mettent en rouge et j'ai des LED aussi. Et du coup, Ah, tout quand tu passe dis en lumière rouge, c'est pas une espèce de truc ultraviolet, non, c'est vraiment juste la couleur est rouge. Ah, c'est la couleur Mais rouge oui, à c'est basse la couleur intensité. rouge. En fait, c'est ce qui se rapproche le plus d'une lumière naturelle, genre le soleil et les flammes, quoi, le feu. Ah, c'est en mode genre le. Oui, le. Ah, Mais vraiment, moi, j'ai juste Mais du- c'est vrai que le feu, ça Oui, le feu, ça fait donne envie pas de trop dormir. partir. Le feu, ça t'empêche pas de partir. Les Ouais. couchers de soleil non plus. C'est vraiment hyper intéressant pour le sommeil aussi, les couchers de soleil. Ouais, c'est vrai que ça. Putain, c'est marrant Le ça, feu, ça en rend effectivement. de ouf. Hein. Ouais. Tu sais que ça, pour le coup, le sommeil, c'est vraiment le. Enfin, c'est moi, je parle autour de moi de mes potes qui sont plutôt entrepreneurs créateurs, enfin, quand on devient un peu chargé, c'est le problème numéro 1. Tellement. Et il y a beaucoup de gens qui se disent en plus, moi, si je pouvais dormir moins pour être encore plus réveillé plus longtemps Ça, et c'est tout. ridicule. Ça, c'est terrible. Après, c'est peut-être un peu passé maintenant, mais il y a quand même une vibe un jour où. J'ai fait une année de prépa que j'ai loupé, où c'était vraiment une ambiance hyper spé, notamment sur les questions de sommeil et de rythme de taf, Ouais. où en gros c'était vraiment un concours de qui a la plus grosse, et on parle pas de Ouais. sexe, on parle de volume de travail, quoi, en Ouais. gros. Et il y avait un type premier degré. J'arrive, déjà je voulais pas forcément trop faire de prépa, j'avais une boîte d'événementiel à l'époque, enfin j'étais pas dans le mood de la prépa, tu vois. Ouais. Je débarque, deuxième jour, il y a un type, il est là il est devant le prof, au premier rang, mais à ma droite. Et là, je vois sa trousse, il y a marqué quand tu dors, ton ennemi travaille. J'étais en mode genre, Quelle angoisse. ah, Oh la vache. ah, ça va mal se passer cette année. Et ça m'a marqué comme phrase. Ah, je Et comprends. parce que t'as un côté un peu grind, inspirationnel tu sais, de genre un peu je suis seul face à la montagne Ouais. en mode Kaizen, tu vois. Ouais, carrément. Mais d'un autre côté, c'est tellement toxique. C'est terrible. En vrai, c'est hyper toxique. ce Non, mais truc. après, il y a des profils, et nous, notre beau-père est comme ça, qui ont sincèrement pas besoin de dormir beaucoup. Ah Genre, ouais, je pense que- ils n'arriveront jamais, même en week-end, même en vacances, même détendus, à dormir plus de 6 heures. Ouais, je Il a pense pas l'air que- le plus reposé du monde non plus. Si. Ouais, je connais pas ton oncle, mais oui, je. Beau-père. Notre Ah, beau-père. beau-père, pardon. Non, mais il y en a plein d'autres. On a même plein d'amis entrepreneurs qui dorment peu. Il y en a, mais Ouais, je pense que mais- ça reste une minorité, ceux qui ont vraiment peu besoin de sommeil. Bah, Fabien Olicard, pareil, lui, il me dit, moi, je dors 6 heures par nuit. Et il est bien. enfin, et il est bien. Et je pense que il fait partie des rares personnes sur qui ça fonctionne. Mais je pense que oui, il Il y y a a. des gens hyperactifs. En fait, j'ai appris qu'il y avait différents types d'hyperactivité. Ok, ça, je Tu vois, connais pas. Valran, tu te doutes bien qu'il est hyperactif. Par contre, il a vachement besoin de dormir. Moi, je connais des hyperactifs qui ont moins d'énergie que Valran la journée. Par contre, ils peuvent dormir que 4 heures, 5 heures Et du par coup, nuit. est-ce que c'est lié à l'hyperactivité ou pas du tout? Bah, je sais pas. Ouais, j'en J'ai sais rien, toujours je cru les que connais c'était pas assez, mais- l'hyperactivité, mais je sais C'est pas. vrai en qu'il fait. faudrait que je creuse parce qu'en fait là, Léo Duff d'ailleurs a fait une vidéo Ouais, super. brillante sur le sujet où il parlait un peu de la maladie qui vient de TikTok qui était le TDAH, tu vois, donc le trouble de l'attention, du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et en fait, je pense que ce sujet, j'ai pas tout creusé, mais j'en ai creusé une partie, notamment Ouais, sur la partie HPI, sur Devance et tout. Et je pense qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment une méconnaissance profonde de ce sujet-là. Énormément. Déjà parce que, comme dit Sexine, toutes les hyperactivités sont pas les mêmes. Il y a des hyperactivités physiques, d'autres qui sont cérébrales, Ouais. et d'autres qui sont, il y en a une dernière, je crois que c'est peut-être physiologique et tout, mais qui en gros est liée à la manière dont tu ressens les choses. Bon, c'est peut-être émotionnel. Enfin, donc en gros, tu as 3 types d'hyperactivité. T'as des gens qui ont des troubles de l'attention sans être hyperactifs, t'as des gens qui sont hyperactifs qui n'ont pas de troubles de l'attention. Enfin, t'as plein de choses. Et les troubles de l'attention, c'est hyper lié aussi et au contexte et à ton propre rythme de vie, à est-ce que t'as une vie saine et tout, et à ta fatigue. Tu vois, et typiquement, par exemple, quelqu'un qui va avoir un rythme de vie effréné, qui dort pas beaucoup et qui consomme pas mal d'alcool, de drogue, de café et tout, il va avoir l'impression d'avoir un trouble de l'attention, alors qu'en fait, il a pas vraiment de trouble de l'attention à la base, tu vois. Ouais, ok. Et j'ai l'impression que... C'est vrai que personne n'en parle. En fait, généralement, les gens se disent, ok, aujourd'hui, les surdoués sont forcément hyperactifs et la majorité d'entre eux ont forcément des troubles de l'attention. En fait, pas du tout. T'en as qui peuvent être surdoués sans être machin. Et en fait, les Ah gens oui. font des associations d'images hyper vite là-dessus. C'est quoi. comme moi, souvent les surdoués, entre guillemets, sont ceux qui se réussissent le moins à l'école parce qu'ils sont pas adaptés, alors qu'il y en a qui réussissent très bien. Ouais, et c'est vu ça. qu'ils réussissent bien, on leur fait pas passer les tests parce Non, qu'on n'a pas besoin, mais- en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Mais carrément. de ouf. Et moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce qu'on a un de nos clients qui s'appelle Carlos, qui est un mec brillant, qui bosse chez Monstrueux. Amazon et tout, tu vois. Et ce gars-là, tu le vois, mais minute 5 qu'il est surdoué, tu vois. Ok. Vraiment. Même Et pas. presque un peu Asperger sur les bords. En mode, Ouais. genre, il est vraiment, c'est un mec qui. C'est un grand enfant. Ouais, c'est. Et ce qui est marrant, c'est que lui, pour le coup, il est pas forcément hyperactif, mais tu sens tout de suite un gap, tu vois. Et que tu ne sens pas avec plein de gens qui veulent s'accoler des noms sur leur propre personne parce Ouais. que. D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est devenu stylé en fait. Je pense que ça fait kiffer de se dire, ouais, je suis différent, tu vois. Il y a un truc, j'en sais rien, je pense qu'il y a un vrai, faudrait creuser. Il y a un vrai biais humain, je pense, à Je sais pas, parce que j'ai s'identifier. l'impression qu'autour de nous, il y a plus de gens hyperactifs que pas hyperactifs. Donc, tu vois, en fait, de dire qu'ils sont différents. Ah oui, non, mais au final, du coup, tout le monde l'est. TDAH, is the new surdoué. Ouais, mais c'est ça. mais c'est vrai, ça, c'est vraiment ça, mec. C'est ouf, en vrai. Je sais pas. Mais, C'est pas- Mais tu vois, il y a un truc, par exemple, quand je suis allé voir la psy, elle m'a un peu diag TDAH. C'est à quoi j'ai répondu non, pas du tout, vraiment, je suis ni hyperactif ni problème d'attention, tu vois. Alors, Ni surdoués. ni surdoué, donc vraiment aucun. mais tu vois, donc je pense même des fois les psys ils diaguent un peu les gens pour essayer de voir où ils en sont aussi. C'est intéressant. Après, elle m'a pas poussé le truc, mais
Donc je pense que c'est un vrai truc sociétal actuellement de... C'est quoi, c'est un peu les gens qui aiment se raconter une histoire, tu penses? Ouais, c'est pour se rassurer aussi. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un truc de TikTok de... Comprendre des choses aussi, non, t'as beaucoup de gens qui sont différents. C'est ça, et... Du coup, le fait de savoir peut-être d'être diagnostiqué quelque chose, ça permet aussi de les rassurer de en fait, je suis pas tant que ça différent d'autres gens. Il y a un truc de je suis pas chelou, je suis pas bizarre, juste... C'est ça en fait, et je comprends. Il y a des gens que ça aide vraiment, tu vois. Donc je pense qu'il y a pas que du mal non plus à s'identifier TDAH. Même d'ailleurs, il y a les gens. Le vrai bémol, je pense, c'est que pour ceux qui le sont vraiment, le fait que tout le monde le devienne, ça doit être très relou. Parce que du coup, t'es en mode non, gars, toi, tu sais pas ce que c'est TDAH. Moi, je le suis, c'est pas ce que t'es, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai truc de. Je pense que ça peut créer de la frustration, surtout pour ceux qui le sont. Le Valorant, très très petit, on l'a diagnostiqué comme ça, et ça nous a vachement aidé de savoir. Mais c'est ça, voilà, quand tu l'es vraiment, je pense. Tout ça, le vrai problème, c'est les autodiags sur TikTok où ils te font un test en 5 questions de si vous êtes ça, vous êtes TDAH. C'est ça le problème en vrai du truc. Ouais, mais après, les gens consomment de la drogue liée à ça. Enfin, je pense notamment à la Ritalin, tu vois. Ouais. Moi, ils m'en avaient prescrit. J'avais refusé d'en prendre parce que, d'ailleurs, j'avais pas forcément refusé moi, mais mes parents avaient refusé d'en prendre. Le type à 6 ans. Je ne prends pas de drogue. Pas du tout. J'avais 6 ans, je me suis fermé ma gueule. Non, c'est mes parents qui m'ont dit bon, on va voir ça, mais c'est un vrai problème. Mais pour l'instant, on va pas te médicamenter. Enfin, c'était mal à l'aise de me médicamenter si jeune, tu vois. Ouais. Et j'avais des problèmes de santé plus petits, comme tu l'as parfaitement deviné tout à l'heure. et en fait, j'en ai jamais pris de ma vie. J'ai jamais vraiment ressenti un gros besoin là-dessus. J'ai des potes qui ont pris de la Ritalin, soit parce qu'ils s'étaient autodiagnostiqués, soit parce que apparemment ils étaient plus concentrés pendant les examens et tout. Il y en a qui se sont flingués là-dessus. Bien sûr. Notamment en médecine. J'allais te dire, voilà, l'exemple des gens en médecine, ouais, bien sûr. Qui vont prendre ça pour être plus focus pendant des heures et tout, sauf qu'à la fin, t'en as besoin pour être focus. C'est comme pour la mélatonine. T'en as qui font une cure de mélatonine pour retrouver un bon sommeil, et en fait, au bout d'un moment, ils en deviennent. Ah oui, c'est la mélatonine, le seul moment où c'est bénéfique, à la limite, c'est en jet lag. Si jamais tu veux récupérer vite, t'en prends une fois quand t'es jet lagué, mais sinon, pas de mélatonine. Ouais, après, en fait, tu deviens dépendant. Dormir comme une masse, la mélatonine. Non, mais ça t'endort quand même vraiment. Et le problème, c'est qu'après, le ton corps, si tu arrêtes d'en prendre, parce que t'en as pris pas mal et ton corps t'arrête d'en prendre, ton corps dépend de ça pour s'endormir. Et du coup, tu t'endors plus. Il en sécrète plus, quoi. Ouais, en fait, c'est toutes les hormones et tous les trucs chimiques que t'as. Ouais, de façon générale, j'ai l'impression que quand t'essaies toi-même de faire la chimie de ton corps, ça se passe pas bien. je pense que. Tu vois chez les meufs et les pilules, enfin, t'es plus experte que moi sur la question, mais. Enfer. Ouais, j'imagine, ouais. Tu sais, il y a vraiment aussi une énorme différence là-dessus sur les gestions des émotions et tout ça. Ah, mais c'est. Et franchement, c'est le nombre de mecs que je vois comprendre beaucoup mieux les meufs en étant pendant longtemps en couple avec une meuf, en vivant avec elle et en comprenant, en fait, que les hormones, ça te fucked up, quoi. Et parfois, c'est vraiment pas volontaire. C'est que t'as des moments, c'est plus fort que toi. T'as des moments, t'as hyper faim, c'est plus fort que toi. Tu piques une crise sans raison. C'est marrant de le voir. Hein. Et tu les réalises après derrière? Tu le réalises derrière. Et genre, tu mets combien de temps? T'as un délai de temps, enfin. Bah, tu réalises. Moi, ça m'arrive de réaliser que là, je suis méga de mauvaise humeur, qu'on me fait on me fait un mini truc qui me casse les couilles, j'explose. Et je sais que je suis comme ça, alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Donc là, je comprends qu'il y a c'est hormonal. Ou parfois, t'as une envie de bouffe à minuit. Personne n'avait envie de bouffe à minuit. Et t'as des bouffes trop bizarres. Une fois, j'avais envie de bouffer du sanglier à minuit, tu vois. Ah, extrêmement précis. Effectivement, j'allais dire, moi j'aime bien le poulet, mais quand même. Pourquoi tu dis ça? Tu es en train de te lire une BD Astérix et Obélix. Mais non, mais je commence à minuit. Mais non, justement, en fait, t'as des envies de bouffe, mais trop bizarres et inexplicables à des heures trop bizarres. Et ça, c'est vraiment quand t'es dans des périodes de règles ou autres, tu vois. Mais t'as des. Enfin, ça dépend des meufs. T'as des meufs, c'est plus compliqué que d'autres, mais. Et parfois, t'as hyper froid. Tu vois, t'as froid. Enfin, d'un coup, c'est très chiant. T'as des émotions décuplées, en fait. Ouais, ils avaient fait une fulloscopie. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien, j'adore ça. Ils avaient fait une vidéo sur. Alors, c'était comment ça s'appelait exactement? C'était la contagion émotionnelle ou un truc comme ça. Et il expliquait en gros justement comment l'émotion d'une personne, donc Sexine qui serait vénère, ça va t'impacter toi et moi et on va du coup être vénère et comment ça se fait des propagations. T'as envie de pousser ce truc-là, toi, un jour sur ta chaîne YouTube? Des expériences un peu ou de mentaliste ou social ou genre de trucs. J'ai déjà pensé à essayer de reproduire des trucs qui ont déjà été faits ou de créer des petites expériences, etc. Là pour l'instant pas tant, mais ça pourrait être un side project à un moment donné. C'est quoi l'expérience que t'as le plus envie de truc? Il y en a une qui m'a fasciné mais qui a déjà été faite par un mentaliste américain. Je sais pas si tu vois The Push sur Netflix. My name is Darren Brown and the question we're considering is simple. Can we be manipulated through social pressure? C'est de Darren Brown. En fait, l'idée, c'est il a testé de voir jusqu'à où tu peux aller en utilisant la technique de manipulation de le oui entraîne le oui. Donc en théorie, c'est que si on schématise, si là tu demandes, tu vois, une bouteille d'eau à Sixtine, elle t'a dit un oui. Donc en théorie, tu l'as déjà un peu amené dans l'engrenage de elle accepte tes demandes. Est-ce que je peux garder la bouteille d'eau? Et Sixtine n'est pas manipulable, donc ça ne marche pas. Non mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire quand t'as un peu une figure d'autorité ou une personne assez neutre qui te demande un service.
Elle peut demander ensuite d'un deuxième service un peu plus poussé, etc. Et tu vois le délire jusqu'au moment où tu poses. Et donc The Push, c'est ça, sauf qu'il va jusqu'au délire de faire pousser un innocent, quelqu'un, depuis un toit. En partant au début, il lui dit juste est-ce que tu peux m'aider à échanger ces sandwichs vegan contre des sandwichs pas vegan parce qu'on en a plus assez. Et le mec il dit oui alors que c'est quand même un peu, mais il le dit, tu vois. Et après il fait ça pendant 1 heure de film et à la fin l'innocent pousse quelqu'un du toit et le mec est accroché, tu vois, il le tue pas vraiment, mais par contre lui il sait pas qu'il est accroché. Donc il a réussi avec de la manipulation à pousser quelqu'un. Et l'expérience est folle. Et d'ailleurs je crois qu'elle est plus dispo sur Netflix parce que ça a posé trop de problèmes éthiques. Ils ont retiré le truc en mode mais c'est ouf. Et c'est toujours, enfin, c'est trouvable sur internet. Si on ouais, tu tapes The Push en streaming, tu trouves, je pense. Waouh, mais c'est un délire. Pour ça. Ah mais c'est vraiment charmé. Et Darren Brown qui est le GOAT du mentalisme, et il pousse ce délire là à chaque fois et c'est très fort. Et ça aurait été une expérience que j'aurais kiffé. J'aurais bien aimé avoir l'idée. Je me suis dit c'est fort. Putain, c'est incroyable. Moi j'avais été hyper déçu alors que le concept de base était brillant de The 100. Ah oui. 100 Human. Ah pardon. Non, pas la série. Pas la série bien. Non, la série 100 Human. Ouais, je vois très bien. En gros, ils mettaient des groupes, t'avais genre 10, t'avais 100 humains, et puis ils mettaient des groupes de 10 ou de 5 ou de ce que tu veux, et ils faisaient faire des activités, essayer de voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Et l'idée de départ est incroyable, mais c'est un peu trop basique, et en même temps, t'en tires aucune conclusion fondamentale, tu vois. Ouais, carrément. Ils auraient pu pousser plus. Ouais, j'ai pas tout regardé, j'avoue, mais ouais, je vois. Et tu dois faire des trucs un peu comme ça, parce que j'ai rebondi ça aussi, parce qu'avec tout ce que t'as fait avec Loup-Garou, c'est mine de rien pas hyper éloigné d'une forme d'expérience sociale en fait, ouais, tu vois. Ouais, carrément. Mais là, c'est pas de la télé-réalité traditionnelle, quoi. Ah oui, non, carrément, c'est une télé-réalité très quali en vrai, entre guillemets. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée. Moi, j'aimerais bien pousser des concepts un peu mindfuck. Je peux pas trop te développer là parce que c'est en prod. Je ne spoil pas. Mais ouais, des concepts un petit peu où tu vois ça, tu pètes ton cerveau et t'as envie de voir comment ça marche et t'apprends des choses en même temps que tu te fais divertir en vrai. Et je pense. Mais je reste assez flou là-dessus volontairement. Tu te définis comment? Tu te définis comme un entrepreneur, comme un mentaliste, comme un créateur? Je pense que le truc qui me définit le plus, en tout cas le truc vers lequel j'ai le plus envie de tendre, c'est le côté artiste. Okay. Artiste de scène et artiste de façon générale. Après, je kiffe l'entrepreneuriat, je kiffe créer des vidéos, je kiffe créateur de contenu aussi. Mais ouais, j'aime beaucoup l'idée de... Pour moi, l'art, c'est tu prends ce que t'as au fond de toi et tu le sors, tu vois. Et donc j'aime beaucoup ce côté un peu introspectif, d'aller chercher ce qui te parle et de le rendre attractif pour les autres et de les faire réfléchir avec ça. Je pense que c'est le truc qui me stimule le plus. Ok. Mais pourtant, et pour avoir travaillé avec des artistes dans ma vie, tu ne me sautes pas aux yeux comme justement une personne qui... C'est pour ça que je me définis pas comme étant artiste, parce que je pense que je sais pas trop le profil que j'ai. Mais parce que tu vois le profil un peu artiste dont régulièrement on peut se moquer, tu vois, des personnes qui procrastinent, qui est perfectionniste, enfin tu vois qui... Ouais, moi je pense que c'est plus sur l'aspect ce que je veux créer. Par exemple là j'en ai marre de faire des formats courts verticaux, parce que c'est plus un truc où je vais vraiment donner de la valeur, c'est un truc de vas-y faut que ça passe, l'algo il va kiffer, je vais faire ça et je sors les vidéos qui marchent, je sais que ça marche. Ça m'intéresse beaucoup moins que me dire vas-y je vais sortir un peu moins de vidéos mais à chaque fois il y aura une vraie truc à l'intérieur. Et pareil pour les formats longs et pareil pour les spectacles, c'est des projets où j'y mets un peu plus de moi, tu vois. Vraiment je vais pousser le truc, c'est ça que je trouve que c'est un côté artistique. Après de là à dire je suis un artiste, je suis pas sûr. C'est Kaizen, tu penses, qui a changé un peu ce rapport-là pour beaucoup de monde? Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se font cette réflexion-là en disant je préfère balancer moins de volume de contenu mais faire des vrais trucs. Ouais, je pense qu'il a fait du bien au-delà de tout ce qu'il a fait. Et je pense qu'il a fait du bien à la création de contenu. Franchement, il nous a mis bien. On s'est dit putain, tu peux disparaître 8 mois, sortir une masterclass et être récompensé pour ça. Après, bon, c'est inox, hein, tu vois. Ouais. Et être au-delà de récompensé. Ah oui, c'est carrément. Je pense que c'est 100 fois supérieur à ce qu'il ce stade, voilà, par rapport à ce qu'il aurait eu s'il avait continué de poster 2 vidéos par mois pendant 6 mois. C'est 100 fois supérieur à ça, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable. Et c'est marrant parce qu'il a percé un peu le bruit du son aussi. Tu sais, quand tu penses aux créateurs de contenu, et nous on le voit bien parce qu'on a une agence d'influence avec le pinceau, quand on propose des profils à des clients, il y a 2 types de profils. Il y a ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Ouais. Et c'est jamais lié au nombre d'abonnés. C'est lié à la notoriété hors abonnés qu'a un créateur. Dont la tienne est plutôt très bonne. D'ailleurs, par rapport à la moyenne d'autres créateurs. Et en fait, parce que t'as été sur... Bah là, t'as été sur Canal+, avec Loup-Garou, mais t'as été sur beaucoup d'émissions de télé, t'as fait des shows dans la vie réelle. T'es pas juste un créateur, tu vois. Ouais, carrément. Alors que si je sors, et no offense, parce que moi je trouve que son travail est génial, mais si tu sors une Magla, par exemple, très peu connu auprès des gens qui sont pas... Ouais, bien sûr. Enfin, que nous on conseille, du coup, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais pas si c'est la même chose, mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre autorité et notoriété. C'est un peu vraiment la diff de... Tu vois, par exemple, un Mesmer... je sais pas combien il a d'abonnés, mais par contre même il sort une vidéo, il fait 500 likes Mesmer, tu vois, sur Instagram. Par contre le mec remplit 8 grands Rex d'affilée.
Enfin, c'est un délire, tu vois. Alors que à côté, moi, j'ai beaucoup plus de visibilité quotidienne sur mes réseaux, mais je remplis pas 8 grands rex d'affilée, tu vois. C'est lié à quoi? L'autorité, du coup, tu penses? Mais comment ça se matérialise? Je pense que l'autorité, c'est déjà il y a le côté télé, je pense, la télé, mais plus d'autorité que les réseaux actuellement. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'avant encore plus, tu vois, Mesmer quand il est arrivé, il y avait aucun hypnotiseur, et c'était le seul à la télé, donc l'autorité explose, tu vois. Ouais, comme un Eric Antoine a pu le faire aussi. Ça, comme un Luc Langevin aussi pour la magie, etc. Et c'est génial. Et je pense aussi, c'est dans les projets de ce que tu proposes, tu vois, si à chaque fois que tu sors une vidéo ou un projet, les gens se disent ok, masterclass, en fait, au bout d'un moment, tu sors un truc, les gens y vont, tu vois. Alors que si ça commence à être un peu du fast-food content, je pense que c'est beaucoup moins, tu deviens beaucoup plus. Peut-être en visibilité, tu gagnes, mais tu perds en autorité, je pense. Nous, on l'a beaucoup vu, ce truc-là. Hein. Moi, je suis sur M6 cette année, j'étais sur les grandes gueules RMC l'année dernière. C'est incroyable le changement de regard qu'ont les gens là-dessus, tu vois, alors que ça change pas grand. Enfin, moi, en le vivant, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose à ma vie, tu vois. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, de l'autre côté, ça a très peu d'impact en autorité auprès des gens de notre génération. Ils sont en mode, ils trouvent ça trop stylé, mais... Ouais, non, c'est vraiment l'autre gen, mais je pense qu'on touche tous les gens de plus de 30 ans, en fait, en faisant ça. C'est vraiment ça. Ouais. Et qui sont ceux qui, en final, sont à la tête des budgets, sont à la tête de beaucoup de projets, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une stat qui a un peu rien à voir avec la discussion qu'on a, mais la jeune génération, on est la jeune génération qui a la plus faible part de la richesse nationale de l'histoire récente. Ok, Ah ouais. je savais pas. Genre on est, je crois qu'il y a 4% de la fortune française qui est détenue par les moins de 35 ans. Putain, c'est ouf. C'est ouf, hein. Incroyable. Alors que pourtant, si tu posais la question aux gens, ils te diraient l'inverse. Ouais. On a des Mbappé, des Squeezie, des tout ce que tu veux, rien du tout, mon pote, en fait. Oui, ça m'étonne pas. Ah, c'est Parce ouf. qu'en fait, les gens vieillissent, l'héritage met du temps à redescendre aussi. Ouais. Et en fait, c'est mal redistribué. Enfin, après, on rentre dans des sujets politiques, mais tu vois le truc. Et ça, je pense que je pense qu'il y a un vrai clash. Là, en ce moment, on commence, nous, à voir une bascule de budget entre la télé et les réseaux sociaux. Plusieurs entreprises avec lesquelles on bosse qui nous disent, nous, on va plus à la télé maintenant. Donc, tant mieux pour nous, ça fait augmenter le budget. Oui, bah ouais, tant mieux, mais ouais, carrément. Mais, tu te prends la claque en C'est disant... ouf. C'est ouf. Tu vois, je sais pas si t'étais au YouTube Festival ou pas. Non, je peux pas passer. Donc c'était un peu, nous on a discuté, parce que là ça a été un peu la grande annonce de YouTube en disant bonjour, nous sommes officiellement plus gros que la télévision. Ouais, c'est ouf ça. Quand même, ça se pose là. Si tu prends tout YouTube France et mettons la partie YouTube US qui fait tout, ils sont moins nombreux que la télé en France. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Oui, ouais, bien sûr. Et juste, ils ont créé ce nouveau modèle et du coup, ils sont là pour pousser leurs annonceurs à être sur YouTube, évidemment. Ouais, bien sûr. Et il commence à y avoir un vrai poids significatif parce que c'est moins cher, ça a des meilleurs résultats et tout, tu vois. Ouais, de toute façon, je pense que les pubs sur YouTube deviennent de plus en plus rentables pour les marques, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est fort. Mais c'est YouTube, toi, le go de final en termes de plateforme? En termes de création de contenu, ouais, je pense. Là, c'est vraiment, je mets toute mon attention et mon argent sur ça. Là, sur les prochains mois, c'est vraiment mon focus, ouais, clairement. Mais comment tu vois le truc? Parce que moi, j'avais vraiment, on la mettra peut-être à l'écran, mais j'avais été, c'est vraiment le mot bouleversé par une vidéo que tu avais faite sur le fait de ne pas avoir peur du regard des autres, notamment avec le fait de d'avoir joint les paroles à l'acte en le faisant dans le métro, en fait, cette vidéo-là. On pense tous que les gens nous regardent. C'est pour ça qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas être, qu'on n'ose pas faire. Mais si chacun pense être le centre d'intérêt de tout le monde, alors au final, tout le monde est concentré sur soi-même. Ce qui veut dire que paradoxalement, personne ne se concentre sur vous. C'est ça le message le plus fondamental que tu veux faire passer? Là, pour moi, j'ai un double dilemme, c'est que j'ai fait pas mal de vidéos longues là, ces derniers temps, mais sur des formats un peu dev perso, etc., même un peu psycho, neurosciences et tout. Et elles marchent bien, mais elles pètent pas le game, tu vois. Ouais. Et il y a toujours le paradoxe de est-ce que tu veux faire vraiment ce qui te plaît toi, ou est-ce que tu veux faire ce qui marche, ou est-ce que tu veux faire un mix des deux? Et moi, mon but, ça va être aussi d'impacter un max de gens, tu vois. Et si je fais une vidéo YouTube qui fait 100 ou 150 000 vues, alors c'est très bien, qu'on s'entende, oui, c'est très bien. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec une vidéo qui va faire 2-3 millions de vues, tu vois. Oui, ça, c'est sûr. Et du coup, je max sur une stratégie un peu de. Je vais faire du contenu divertissement, toujours quali, où les gens vont apprendre des choses, mais plus divertissement qui a, je pense, une portée plus grosse. Tu vois, là, j'ai fait une vidéo un peu loup-garou avec mes potes sur YouTube. Ouais. Là, elle vient de taper 1 million là ce matin. Donc j'étais sur ça fou. Et c'est la première fois que j'ai fait ça, tu vois. Et donc je me dis. Le magnifique Guillaume dedans. Toujours, et hilarant, Guillaume. Et ouais, non, c'était très cool à faire. Et du coup, des formats comme ça, tu vois, je pense que ça a une plus grosse portée. Et si entre ça, je sors des formats un peu plus comme la vidéo dans le métro ou autre, je pense ça augmente les chances que je touche un max de gens et donc que mon message porte encore plus plutôt que de me tuer à faire des vidéos même pas rentables sur le long terme, tu vois. Ouais, je comprends très bien. Donc là, je change un peu de la stratégie avec Loup-Garou et tout. C'est le moment, je pense, d'embriquer sur un truc. C'était malin. Moi, j'ai trouvé que c'était très malin. D'ailleurs, je me suis posé la question premier degré quand j'ai vu le truc en mode t'ont pas fait chier la prod d'avoir fait entre guillemets un peu le même truc? Ah non, ils étaient très contents même. Okay, j'avoue, j'aurais bien aimé avoir une petite sponsor, Canal. mais en vrai, non, ils ont. Je suis auto-sponsorisé par moi-même. Mais ils ont été super sympas pour les droits et tout. Et ils étaient en mode c'est chambé, tu vois, parce que
en vrai, ils ont tout intérêt aussi à ce que je le fasse. En vrai, Oui, c'est trop j'allais cool. dire. C'est Et hyper cohérent. ça empêche pas qu'ils puissent faire chier. Ouais, bah, en fait, vu que c'était hyper cohérent et que mon but c'était pas de refaire ce qu'ils ont fait, c'était plus une partie chill entre potes. Et moi, je joue pas d'ailleurs dans la partie, je suis plus bien sûr. joker mentaliste et j'aide les gens. Et du coup, je pense que c'était assez cohérent. Donc, non, Mais ça du va. coup, t'as réussi à savoir, parce que j'ai pas encore moi vu tout le truc de loup-garou, t'as réussi à savoir des gens qui mentaient facilement ou pas du coup Alors, dans Loup-Garou, moi j'étais, je peux le dire, c'était l'épisode 1 qu'on apprend, je suis Loup-Garou. Oui, je sais. Mais Donc, du coup, j'ai beaucoup moins intérêt à détecter. Ah oui, je suis conne, oui. D'ailleurs, à un moment donné où on m'a fumé pour ça, on m'a dit frérot, tu devines des prénoms en claquant des doigts, tu peux pas trouver les loups. J'ai fait c'est vrai, parce que je suis loup, mais je vais pas te le dire. J'étais en PLS à ce moment-là. Mais du coup, j'ai moins utilisé les skills de mentaliste classique. Tu vois. Putain, c'est une très. Ouais, c'est très. Et très ben, ouais, Dylan, t'as été très bon. Je sais pas s'il écoutera ça, mais. Putain, marrant, très marrant. Et sur le casting, moi j'ai trouvé que, je te le disais un peu en off, que c'était exceptionnel. La pluralité, la diversité des gens qu'ils ont ramenés, où t'as une journaliste, une chercheuse en IA, un mentaliste. Ouais, Enfin, très fort. c'est C'est espion et tout, ouais. est-ce que tu penses que c'est vraiment, ça indique aussi un peu le futur de ce qui va se produire un peu sur la télé et sur les plateformes? Parce que j'ai l'impression que de plus Ouais. en plus, on commence à voir ce que nous, quand on avait 15 ans, on voulait voir en fait. Ouais. Et moi, je pense qu'ils là, ils ont vraiment créé un bouleversement dans tout ce qui est télé-réalité, un peu jeu comme ça, jeu télé, avec Loup-Garou, parce que vraiment, les gens se sont dit putain, ils sont énervés ce qu'ils ont fait. Là, à côté, on peut plus faire des prods comme avant. Là, il faut vraiment qu'on se mette à jour. Donc, je pense qu'on va avoir des divs dans les prochaines années, ouais, à mon avis. Putain, ça serait vraiment stylé. Parce que là, ils peuvent créer une grosse franchise, effectivement. Avec Ah bah là, de toute façon, déjà saison 2 et 3 signés. Hein. Ça s'est chambé. Hein. Et déjà à l'international en négociation, enfin, c'est trop fort. Ah ouais, Incroyable. putain, c'est beau. Ouais, c'est très fort. Vraiment beau. Moi, il y avait un dernier un peu gros sujet, en tout cas, un petit sujet que je voulais aborder avec toi, c'était ta vision du développement personnel. Ouais. C'est un truc qui, moi, à titre perso, m'a beaucoup aidé. Je suis vraiment, d'ailleurs, littéralement rentré dans l'entrepreneuriat par le développement personnel à la Ouais. base, quand je suis tombé sur les vidéos de Yann Piette, Ah. pour ceux qui le connaissent, que j'ai rencontré d'ailleurs il y a un an de ça. Donc c'était une petite boucle bouclée pour moi. Et c'est lui qui m'a amené vers l'entrepreneuriat vers 16, 17, 18 ans. Ok. Comment tu vois, toi, le développement personnel aujourd'hui? Parce que certes, t'es pas vraiment dedans, mais d'un autre côté, t'es quand même une figure de Un référence peu, de ce mais- milieu-là, tu vois. Ok, intéressant. Ouais, moi, c'est un truc aussi qui m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré. Hein. C'était vraiment. J'étais dans ma petite chambre en école d'ingé, je lisais des livres de Mark Manson, Ouais. des trucs comme ça, et j'avais des deux fous. L'art subtil d'en avoir considérablement rien à foutre. Exactement. Et donc, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et après, je pense aussi que. Il y a un truc assez marrant en dev perso, c'est qu'on va beaucoup justifier par les neurosciences. Le dev perso, souvent, il y a beaucoup de. Tu vois, Atomic Habits, il va parler de dopamine, etc. Ils vont beaucoup axer sur les neurosciences. Et soit ça, soit spiritualité. C'est soit très rationnel, soit très spirituel, le dev perso, de façon générale, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop d'entre-deux. À part des gens comme Mark Manson, pour le coup, je trouve, c'est assez subtil. Mais qui est presque un contre-pied au développement C'est personnel. ça, c'est presque un. Comme ce que fait David Laroche maintenant, il est beaucoup plus en contre-pied avec le dev perso. Du coup, je trouve que là, aujourd'hui, le dev perso, moi, il m'attire beaucoup moins qu'avant. Ok. Il va faire pousser des sujets plus précis. Et donc, j'ai moins de recul sur est-ce que ça aide encore beaucoup les gens. Je pense que oui. Mais à quel degré? Et je pense que c'est un espèce de passage qu'on a tous un peu fait quasiment dans le milieu. Tu vois, quand tu arrives en entrepreneuriat ou création de contenu, t'as toujours ce truc de vas-y, je vais tester les douches froides, je vais tester de me lever à 6h, je vais tester de. T'en fais toujours des douches froides. Ah, j'en fais, ouais, j'aime bien. Mais vraiment parce que je kiffe. C'est vraiment plus du tout. En fait, ah, moi, j'arrive C'est pas. incroyable. Ah non. Si, ça te recharge en fait. Ah ouais, non, moi, je peux même pas. C'est impossible. Et je crois qu'il y a une stat qui disait que si t'es favorable à la douche froide, ça a des bénéfices, et si t'as pas du tout envie que tu le fais, ça donne des malus. Donc ne le fais pas. Voilà. Ah ouais? Ouais, il y avait un truc de c'est contre-productif. Effet placebo de fou. Exactement. Ah, c'est Placebo, marrant, placebo, ça. quoi. Ah ouais, non, mais moi, c'est pas possible. Moi même mes douches, je les prends beaucoup trop chaudes. Moi, il me faut un truc chaud, genre. Non, mais parce que tu vois, moi, sur le développement personnel, alors aujourd'hui, la seule personne en France que je suis encore un peu dessus, c'est Dali du Tilleul, Ouais. qui fait du très bon contenu, mais qui est quand même encore un peu jeune pour avoir une forme d'aplomb qu'avait un Yann Piette à l'époque, Ouais. tu vois. Ouais, je vois. Qui avait quand même 27, 28 ans, quand, et moi, 10 ans de moins, quoi, tu Ouais, vois, c'est ça. même plus. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment des choses à réinventer là-dessus, parce que je Je trouve trouve que Léo Duff le fait très bien pour le coup. Parce que c'est du dev perso en soi. Là où il s'axe, bon, à part le côté techno, hein, Ok. mais surtout l'aspect quand il a Développe, c'est fait. super intéressant ce que. Quand il a fait son. Là où il a explosé en vrai, la vidéo sur TikTok, ça c'est du dev perso en vrai. C'est comment TikTok a modifié Ok. votre cerveau et comment est-ce que vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur ça. Putain, c'est pas Et je con. trouve que Léo Duff le fait très bien et c'est un axe nouveau de. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de neurosciences aussi, il parle beaucoup de cerveau, etc. Je trouve que c'est ça qui est cool avec le nouvel axe, c'est qu'on amène la science dans le dev perso. Et là, ça a encore plus de sens, plus concret, plus fort, quoi. Je trouve. Putain, ouais, ok. Parce que t'en penses. Non, mais ça se trouve que je l'avais pas vu comme ça. Effectivement, j'avais tellement focalisé le dev perso sur, en gros, on va dire rhétorique, charisme, Intéressant. productivité et séduction, quoi. En gros, pour moi, c'était ça un peu les Ouais. 4 axes. Donc, t'avais en France, hein, j'entends, mais Emilio Abril, Yann Piette, David Laroche un peu, mais c'était
presque aspirationnel, je trouve, Ouais, tu vois. à un moment donné, ouais. David Tapoche, comme dirait Galancière. J'ai vu, ce truc-là. Et même si il avait fait un TEDx tout à fait touchant, que j'avais trouvé assez pertinent, mais c'est vrai que ça s'est pas mal verticalisé. Typiquement, moi je suis beaucoup un Victor Ferry qui fait de la rhétorique. C'est complètement du dev perso, c'est juste que c'est verticalisé, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, mais de toute façon, je pense que le développement personnel, là, ça tend plus à devenir vraiment du développe-toi personnellement. Et donc, en fait, tu vois, rhétorique, par exemple, moi, je le classe pas tant dans le dev perso. Ok. Et du coup, je pense que c'est assez marrant parce que ça devient quelles sont les choses que tu as envie de développer chez toi personnellement. Et donc, tu vas piocher dans ça. C'est pour ça que moi, les ODEF, je le classe là-dedans. C'est des neurosciences, tu vois, ça m'intéresse. Enfin, je schématise, c'est pas des neurosciences, mais donc, je me demande si ça. Ah oui, en mode genre, le développement personnel, ça devient en fait une plateforme personnelle plutôt qu'une catégorie, quoi. Exactement. Ça devient plus vraiment. On peut plus vraiment le schématiser en quelques groupes faciles. Ça devient juste qu'est-ce que tu veux développer chez toi ? Bah, pioche dans les trucs qui sont faits pour ça. J'ai l'impression. C'est un peu ma vision actuelle. C'est très bien vu. J'ai l'impression. Non, c'est très très bien vu. C'est vraiment très bien vu, effectivement. Et que du coup, au final, même Sixine, dans toi, ce que tu fais, t'as verticalisé en fait l'intelligence sociale. C'est ça, moi, au c'est sens même de sociabilité, quoi, tu Ouais. vois. Mais peut-être pas être plus productif considérablement. C'est ça. Ou même rhétorique un petit peu, mais plutôt en rapport aux autres, tu vois. Ouais, les relations sociales et tout, ouais, c'est très fort d'ailleurs ce que tu fais. Mais ouais, je pense qu'il y a un. C'est du dev perso pour moi ce que tu fais. Ouais, c'est du dev perso. Ouais, je pense. Hein. Mais c'est un truc dans le dev perso. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, ouais, effectivement, après, c'était un peu le cas à l'époque, mais t'avais un peu la sensation de l'expert en tout, tu vois. Ouais. Que donc je suis sur les chaînes de télé, tu vois, donc je vais pas trop critiquer. On tu l'est vois. tous un peu, je pense aussi. Il y a un peu l'effet gourou, je crois qu'on l'appelle. Mais... Attends, c'est quoi le terme ? J'adore, c'est la théorie de l'expansion du gourou. Ah, intéressant. La théorie de l'expansion du gourou, c'est quand quelqu'un est incontestablement doué dans quelque chose. Charlie avec le mentalisme, la compréhension des autres, le cold reading. Et du coup, on va l'écouter pour absolument tout. Genre, il va nous donner une recette de ratatouille et on va être convaincu qu'elle est géniale. Ouais, bien sûr. Et en vrai, ça pourrait le faire. Tu me donnes une recette de ratatouille, oui, mais je te jure, je suis pas sûr de ça, je cuisine très mal. Mais par contre, il y a un vrai effet comme ça. Et je pense que c'est tant mieux aussi parce que souvent, les gens qui sont experts dans un domaine, ils sont très bons dans les autres domaines. C'est des passionnés, t'es pas des experts, mais ça donne le coup, ça permet de les écouter aussi, quoi. C'est un biais intéressant. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, surtout, j'aime bien l'avis citoyen de gens qui ont une philo-cognition de qualité. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours plutôt bien aimé les podcasts de Génération de Yourself, Mathieu Stéphanie, Sans Permission, genre de trucs, Joe Rogan et tout, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont presque un peu des experts de la discussion. Ouais. Qui donnent un peu leur avis sur tout, et en fait, même quand je suis pas d'accord, et l'erreur, je pense que beaucoup de gens qui n'aiment pas ce type de format-là ont, c'est de croire que les gens boivent ça comme de la vérité absolue, alors que les gens sont en réaction face à ça, tu vois. Les gens qui écoutent, ils vont pas se dire Charlie, Sixine, Valorant, ils ont raison sur tout, ou pas du tout, tu vois. On voit comment ça leur parle. Oussama Hamar, l'exemple parfait. Tu vois, en vrai, on n'est pas toujours du tout d'accord avec lui. Par contre, il est tout le temps captivant et c'est pertinent, même si c'est pas vrai ou on n'est pas d'accord, tu vois. Je suis 100% d'accord. Et les gens qui veulent absolument dire, en gros, tout est faux, tout est n'importe quoi, c'est absurde. Ça, c'est faux. Joli paradoxe. C'était un beau mot de la fin. Et ben c'était très beau paradoxe pour terminer. Exactement, non mais ça fait vraiment kiffer de t'avoir reçu. Je te félicite pour toutes les avancées de ce que tu as pu faire. C'était un vrai plaisir aussi. On te félicite. Non, je vais Est-ce qu'il y a une date de tournage, une date de spectacle, un truc comme ça que tu veux mettre en avant, ou le bouquin bouquin excellent. Bah écoute, en vrai, le plus cohérent avec les gens, c'est de parler du bouquin. Hein. Je pense que c'est ce qu'ils ont. Si les gens sont là. Devenez un aimant social, on vous mettra le visuel. Il est chez moi, il n'est pas au bureau malheureusement. Ah, merci. Mais vraiment très très bon bouquin. Enfin, mec, j'ai kiffé l'échange en tout cas. Vraiment chill, vraiment très sympa. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cet épisode de Contre-Courant, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas évidemment de vous abonner et de nous envoyer de la force si ça vous a plu. Mettez les personnes que vous voulez qu'on reçoive en commentaire, c'est toujours très précieux pour nous. On vous met les réseaux sociaux de Charlie en description si vous voulez découvrir ce qu'il fait.